Aujourd'hui même, parfois, je ne me sens pas légitime. Et je suis contente de ne pas me sentir légitime. Je ne veux pas me sentir légitime. C'est vraiment un truc, parce que je pense que le jour où je me sens légitime, je deviens pourrie. Tout ce qui va être pure technique, ça va être un échec, mais ce n'est pas ce qui va être le plus douloureux chez moi. C'est à nous d'accompagner la personne pour qu'elle fasse. Il faut arrêter non plus de complètement se décharger de nos responsabilités. Je ne suis pas fan de ça. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le podcast j'ai le plaisir de recevoir Laurence Raillard-Messier qui est hypno et acupunctrice. On va discuter pendant à peu près 1 heure de tout ce qui a un lien avec la légitimité, l'échec et aussi la responsabilité. Je suis assez contente de recevoir Laurence parce que c'est vrai qu'on voit peu de nanas qui sont connues en hypnose, en tout cas beaucoup moins que les mecs. Du coup je trouve que son point de vue il est vachement intéressant. Encore merci Laurence d'avoir pris ton temps pour discuter avec moi. Il y a un moment dans le podcast, je vous préviens, vous allez entendre son chat qui miaule tout ce qu'il peut derrière. Ça se calme juste après, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Oser se lancer, la page sur Facebook et sur Instagram. Pensez également à télécharger le kit HypnoSafe offert, le kit indispensable à tous les débutants en hypnose pour commencer sereinement et rapidement à pratiquer. Vous le retrouverez sur le site internet oser-se-lancer.com. Bonne écoute. On va dire qu'on commence maintenant, parce que Okay. je ne vais pas publier le Comment truc. on ne voit pas ma tronche, je n'ai pas besoin de me faire belle. Non, c'est bon. Du coup, toi, si tu veux te présenter rapidement, dire un peu ton parcours, quand est-ce que tu as commencé à pratiquer, où est-ce que tu es, pour que les gens puissent te trouver s'ils ont besoin. Ouais. Laurence Messier-Raillard, quand est-ce que j'ai commencé à pratiquer? J'ai commencé avec l'acupuncture probablement l'année de mes 40 ans, donc ça fait 2006, c'est vraiment installé en 2008. Après l'acupuncture, j'ai rajouté l'hypnose parce que j'ai rencontré ça pendant un cours d'acupuncture, enfin de shiatsu. Il y a un mec qui est venu parler de ce qu'il faisait, qui est à Tarbes, qui s'appelle Marc Ourcel et qui m'a vraiment super donné envie. Quand on a déjeuné ensemble, je me suis jetée sur lui comme la faim sur le monde et je ne l'ai pas lâché. Après, je suis allée faire des séances avec lui et top. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc, je me suis formée en hypnose en finissant l'acupuncture. Où est-ce que je travaille? À Paris, dans le 16e, et dans les Yvelines, chez moi. Ok. Et ça fait combien de temps, du coup, tu pratiques? 2008, maintenant. Donc, au début, beaucoup de l'acupuncture, du shiatsu. Et puis, petit à petit, j'ai plus vogué vers l'hypnose, et techniques dérivées comme EFT, EMDR et tout le reste. Et aujourd'hui, je suis à 100% en hypnose, EFT, EMDR et techniques dérivées. Ok. Quand tu as commencé, il y a 13 ans, du coup, est-ce que tu as senti des peurs, des trucs où tu n'osais pas trop te lancer? Mais oui, au début, quand quelqu'un t'appelle, c'est trop mignon. Surtout, alors en acupuncture, c'est un peu plus facile à préparer, mais je l'ai fait la même chose en hypnose. Et puis, je pense que le fait d'être français fait que, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup constaté, le français ne va pas se lancer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit parfait avant de se lancer. Ce que tu ne vas pas avoir avec les Nord-Américains, par exemple. Les Nord-Américains, ils disent, on y va, on apprendra sur le tas. Le français, il va avoir l'impression qu'il faut qu'il soit parfait, mais c'est tout le système éducatif est comme ça, pour pouvoir y aller. Donc, quand je me suis lancée, à chaque fois que quelqu'un venait au début du cours d'acupuncture, je lui demandais pourquoi il venait. Et avant chaque consulte, je révisais tous les points, je regardais tout ce que je pouvais faire. Quand c'était un truc un peu nouveau, j'appelais quelqu'un qui était mon parrain, qui était 2 ans au-dessus de moi. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, regarde ça et tout. Enfin, j'arrivais préparée de la mort qui tue. J'avais révisé même tous les points. Enfin, bref, très drôle. La posture des points, la position des points sur le corps, parce qu'il y en a quand même plus de 400 à prendre. Ouais, donc je révisais à mort. Petit à petit, tu commences à lâcher, tu vois, juste quand quelqu'un t'appelle, tu lui demandes pourquoi il vient. Quand c'est vraiment un truc un peu nouveau, tu te renseignes, mais ça commence à aller. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu commences justement à lâcher ça? L'expérience, évidemment, mais je crois qu'il y a moins de peur. Tu te sens un peu plus légitime, mais c'est normal de ne pas se sentir légitime quand tu débutes. Et aujourd'hui même, parfois, je ne me sens pas légitime. Et je suis contente de ne pas me sentir légitime. Je ne veux pas me sentir légitime. C'est vraiment un truc, parce que je pense que le jour où je me sens légitime, je deviens pourrie. Tu vois, encore samedi dernier, il y avait sur une dame qui a multiples traumas qui ont duré longtemps.
J'étais en train de faire EFT, EMDR, hypnose, enfin, tout mélanger, parce que c'est une espèce de pack. J'étais là, je fais, est-ce que je ne suis pas en train d'aborder un truc qui est au-dessus de mes compétences? Même pendant que je le faisais, tu vois, je fais, ouf, ouah, c'est chaud. Le SMS que j'ai reçu le lendemain, elle me disait que non. En fait, elle m'a dit, il y a un truc à lâcher, c'est génial, je me sens invincible. Enfin bref, donc des chouettes retours. Mais j'ai pas envie de me la raconter. Ouais, donc genre, se sentir légitime, ce serait ne plus voir ses propres limites, peut-être. Ouais, se la raconter, alors que La bon, je raconter. crois que ça fait partie aussi de mes forces depuis que je suis toute jeune. Je me remets en question. Hmm. J'ai toujours fait ça. Je pense que c'est nécessaire, la remise en question. On l'a un peu abordé dans le premier podcast et on se disait que c'était essentiel, la remise en question. Ah, mais pour moi, Des je thérapeutes, crois quoi. que ça fait partie de mes valeurs. C'est presque, ça ne peut pas rentrer dans une valeur connue. Je ne sais pas si on peut mettre ça en valeur, comme authenticité, honnêteté, blabla. Mais pour moi, se remettre en question, c'est quelque chose qui... Enfin, quand quelqu'un ne se remet pas en question, ça me rend dingue. Tellement c'est fort chez moi. Ouais. Pour ça d'ailleurs que j'adore aussi bien Laurent que Jordan, c'est cette espèce d'authenticité, à être capable de dire on est très nul à cet endroit-là. J'adore ça. Je trouve ça vraiment chouette. Ok, tu disais que toujours, donc maintenant tu te sentais déjà pas légitime quand tu as commencé, que de Mais je me temps en temps ça va mieux, mais que actuellement, pareil, ça peut te réarriver de pas te sentir légitime. C'est pas tout le temps, mais ouais. sur certains cas, sur certains trucs que tu connais pas. Et puis même si là où je vais, par exemple, maîtriser la technique, je vais aller regarder ma posture. C'est-à-dire que de temps en temps, je me dis, ah, je ne suis pas très bonne à cet endroit-là. Hier, j'écoutais Romain et Stéphane dans la vidéo qu'ils ont faite pour Philippe Miras. Et je regardais Romain à quel point, Romain, puis on se connaît bien, il est carré, ça roule bien, il maîtrise, mais il maîtrise avec une rigueur qui est vraiment chouette. Et d'ailleurs, on avait fait une formation, c'est drôle, parce que en regardant cette vidéo, on avait fait EFT ensemble, et il m'appelait Lolo Freestyle. Parce que moi, d'un truc, je veux tout de suite partir et jouer avec, avant même de bien maîtriser. Ouais. Alors que lui, il va plutôt maîtriser, puis après jouer. Et il m'avait appelé Lolo Freestyle dans le style, effectivement, et je trouve ça intéressant aussi de ce que fait Romain, c'est de rentrer d'abord dans le cadre. Et quelque chose qui est plus compliqué pour moi. Ok. Mais bon, on est parti un peu loin. Du coup, où est-ce que je me suis sentie légitime? Quand est-ce que ça a bougé? Quand tu commences à avoir de l'expérience et puis tu as vu assez de cas pour pouvoir y aller en disant bah non, mais ça je connais, c'est bon, je sais comment il faut faire. Bon, même si ça change parce que tu prends les pouls, comme en hypnose, tu vas quand même poser des questions, que ce soit une abandonnite aiguë, tu vas poser des questions, quoi qu'il arrive, d'où ça vient, comment ça s'est mis en place, etc. Donc chaque personne est très spécifique, mais pourtant il y a des grandes lignes. Puis quand tu maîtrises les grandes lignes, tu peux commencer à jouer. Comme quand tu maîtrises les techniques, ce que je disais avec Romain. Quand tu Mm. maîtrises les techniques, après tu peux commencer à jouer. Donc du coup, c'est pas mal que tu aies douté au début parce que ça t'a poussé, toi, à tout le temps apprendre avant chaque séance pour pouvoir maîtriser ton cadre finalement et ensuite commencer à en sortir. Ouais, bah oui, tu maîtrises. Quand tu sors, c'est normal de ne pas se sentir légitime. C'est demain, tu me dis, est-ce que tu te sens légitime à faire du kitesurf? Non, je ne vais pas faire de surf, ni voler avec un machin là. Mm. Non, je ne veux pas me sentir du tout légitime parce que je ne suis pas bonne. Et la légitimité, c'est deux choses. C'est je ne suis pas bonne, je ne sais pas faire, je n'ai pas d'expérience, je suis en apprentissage pur. Et puis, c'est même une fois que tu apprends, tu sais gérer à peu près le truc, je crois que de toute façon, à vie, on se remet en question. À vie, tu bouges. À vie, pour moi, c'est vraiment un chemin Ok. qui peut être un peu long, parfois. Tu regardes la fin du chemin, tu te dis, oh, il y a encore du boulot, quoi. Il y en aura tout le temps. Ouais. C'est ça qui est cool. Mais c'est ça qui est cool aussi, parce que Ouais. on m'ennuierait. Hein. On se ferait chier si on savait tout, si on était... Moi, les gens qui étaient comme ça en formation, ce que je disais déjà, ils me faisaient flipper. Ouais, c'est fou. Qui se Hein. sentaient très légitimes, qui étaient OK, qui pratiquaient très vite, Oui, mais qui alors, se tu vois, remettaient jamais en question surtout. C'était très flippant. ouais, ça c'est flippant. Mais tu vois, j'ai été dans toutes mes écoles, une que je ne cite pas parce que je ne trouve pas que c'était une bonne école pour plein de points. En revanche, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, donc une école nord-américaine. Ce qu'ils m'ont apporté dans leur formation, c'est le côté nord-américain. C'est, on te donne un protocole, vas-y. Fais-le tout de suite, quoi. Expérimente. Vas-y, expérimente, lance-toi, machin, etc. Moi, je suis mariée à un nord-américain. De temps en temps, je le regardais
Et je faisais, waouh! Parce qu'il a commencé à faire acupuncture avec moi, on a fait hypnose aussi ensemble. Et à un moment, il prend des aiguilles d'acupuncture et puis d'abord, il les plante dans le canapé. Et moi, je regardais, je voulais pas en bonne française, je voulais pas manipuler l'aiguille tant qu'on m'avait pas appris, pardon pour le chat, tant qu'on m'avait pas appris à manipuler une aiguille, ce qui est con en fait. Et lui, il prend une aiguille, il plante dans le canapé. Après, on fait 2-3 cours, il prend une aiguille, il se la plante dans la cuisse. Et moi, je fais, mon Dieu, mais t'es fou, tu vois, espèce de truc, mais t'es fou. Et en fait, non, j'expérimente. Et du coup, ouais, j'ai pris une aiguille, je me suis plantée dans sa cuisse d'abord. C'est hyper intéressant cette notion que eux ils expérimentent direct et que nous on est en stand-by en mode ça doit être parfait. Alors ça peut pas l'être tant que tu pratiques pas. Oui, oui, mais c'est le côté très intellectuel, très cartésien du français versus le côté plus asiatique en fait, et nord-américain, tu le retrouves aussi. J'avais fait une retraite d'ailleurs bouddhiste dans les différents trucs que j'ai faits, et comment s'appelle le prêtre? Ah merde, comment on appelle ça? Le lama, merci. Le lama, il expliquait qu'on était un groupe et il disait, vous les Français, intellectuellement, vous êtes super bons. En revanche, en pratique, vous n'êtes pas bons. Nous, on va être très très bons en pratique, mais intellectuellement, il faut qu'on bosse plus parce que c'est pas notre point d'entrée. Et c'était amusant d'écouter, même, tu vois, c'est un lama, donc il y a quand même un petit peu d'expérience dans ce qu'il fait, de voir à quel point on a deux approches qui sont très différentes. En Asie, pareil, dans ce que j'ai compris de l'acupuncture, au début, l'apprenant en acupuncture, il va d'abord... Le chat qui m'agace, pardon. L'apprenant, il va d'abord... regarde, il va balayer, tu vois, juste autour du maître qui pratique l'acupuncture. Et il observe. Après, le maître va lui donner l'autorisation de peut-être de nettoyer les aiguilles. Puis après, il a le droit de toucher les aiguilles. Puis après, il lui fait toucher l'époux. Puis après, il commence à lui expliquer. Tu vois, c'est un apprentissage très, très dans le faire. Ouais, et dans après, l'action. tu commences à rentrer dans le côté intellectuel, de la logique des choses. Et non, les Américains, pour ça, leur éducation, elle est vas-y. Et ça, c'est un côté très sympa pour nous, les Français. Et puis je pense que ça te permet d'apprendre des trucs que tu n'aurais peut-être pas appris si on te les avait expliqués. Tu vois, enfin, d'aller Oui, tester toi-même ton truc et enfin, ensuite d'en déduire quelque chose, de mettre du sens dessus, etc. C'est intéressant, mais il y a des choses que tu es obligé d'apprendre par l'expérience. oui, mais j'ai pas non plus envie de planter des aiguilles à quelqu'un et puis voir qu'après il va pas bien, donc c'était pas une bonne idée, tu vois. Non, tu les plantes à ton mari. Oui, ça c'est bien. Voilà. Ça, c'est... Mais comme j'ai fait des séances d'hypnose, des Ouais, trucs d'enfants et tout, quoi. tu fais à tout ton entourage gentil et hop. Ouais. Et après, où est la limite entre ce que tu peux faire qui va bien aller ou tu peux te débloquer, tu vois? Je pense qu'après, c'est genre tu testes une lévitation de la main, tu vas pas faire de mal ou tu vois, tu vas pas faire une connerie monumentale. Non, statistiquement, il y a peu de chance. C'est vraiment de la technique pure qu'on teste et qu'on essaye, c'est un protocole, quoi. C'est vas-y, fais une lévitation, fais... Un swan. Comme j'étais avec Philippe Ouais. hier. Ok. En début de pratique, toi, est-ce que tu avais une peur de l'échec? Et si oui, sur quoi elle se basait? C'était quoi en Oula, hypnose oui. en tout cas? Euh, Oh oui. Ouais. Oh oui. Euh, de nouveau, je crois que quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, c'est flippant. Ouais. Et de quel échec du coup? Plein d'échecs. Ça, c'est à plein de niveaux, en fait, l'échec. C'est faire mal à quelqu'un, enfin, ne pas faire du bien, tu vois, ou enfin, si je fais rien, déjà, ça me gêne. Parce que quelqu'un a payé et je fais rien, il se passe rien pour lui. Alors bien sûr, on sait que c'est la personne qui fait et pas nous, mais bon, quand même, c'est à nous d'accompagner la personne pour qu'elle fasse. Il faut arrêter non plus de complètement se décharger de nos responsabilités. Je ne suis pas fan de ça. Donc il y a la personne qui ne bouge pas, c'est un moindre mal. La personne qui va plus mal après être venue te voir, Ouais. ça arrive, que ce soit en acupuncture, en hypnose ou dans n'importe quel truc, enfin, ça peut arriver. Ça c'est horrible. C'est juste horrible, quoi. Tu te demandes ce que tu as fait, tu as envie d'abandonner. Enfin, c'est aïe, aïe, aïe. Puis en plus, moi, l'échec, c'est un peu costaud. Donc ça, c'est
par rapport aux personnes et puis ensuite par rapport à moi, je suis un peu perfectionniste, voire beaucoup. Donc, ne pas réussir, tu vois, c'est marrant, je dis ne pas réussir et non pas avoir un échec. C'est costaud et j'aurais tendance, moi, pour le coup, en plus, à fuir plus qu'à y aller en prenant le risque d'avoir un échec. J'ai une petite tendance à... J'ai rien compris. Tu as commencé à ne pas réussir et tu n'as pas Pardon, fini la pardon, phrase. pardon, pardon. Elle doit être dans ta tête quelque part et Ouais, j'ai ouais, pas la fin. il y a une logique là-dedans. Vas-y. En fait, j'aurais tendance à fuir le fait d'avoir un échec sur des trucs où je sais Ok. que c'est difficile, donc je ne vais pas y aller. Genre des problématiques de clients ou des protocoles ou quoi qui est difficile? Tiens, je viens de faire un lien, c'est peut-être pour ça que j'aime pas les protocoles. Quand je le maîtrise pas, j'y vais pas, du coup, ça m'arrange. Du coup, je prends le bout du protocole qui m'arrange et puis je vais aller faire le truc du Lolo freestyle. Tiens, petit intéressant, pardon. Petit insight qui passe par là. Ok. En fait, je crois que pour beaucoup de personnes, l'échec, ça te ramène à ce qu'on ressent tous, c'est notre nullitude personnelle. Mm. On se sent tous nuls quelque part. Et on n'aime pas retoucher ça. Donc, on va tous l'éviter, chacun à sa façon. Ok. Personnes qui vont au contraire aller jusqu'à maîtriser très, très, très bien le protocole. Moi qui vais plutôt le fuir pour être sûr de ne pas le foirer, Mm. selon les cas, où je vais rentrer dedans très, très, très précisément pour être sûr que j'ai justement bien fait. Comme ça, si j'ai merdé, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause du protocole. Là, t'as là un truc et son contraire. Du coup, oui, après, la belle phrase, tes échecs permettent de grandir, de te remettre en question, évidemment. Mais quand même, au moment où tu as un échec sur les petits sujets qui te touchent vraiment perso, putain, c'est compliqué, quoi. Quand tu dis petit sujet qui te touche vraiment perso, c'est certains sujets de... Là où moi, je vais me sentir nulle, ce qui ne va pas être dans d'autres endroits où toi, tu vas te Ouais, sentir nul, chacun nos trucs. Et c'est vrai que dès que ça vient toucher ça, ouais, ça fait mal. quoi. C'est hyper désagréable. Et quand ça arrive, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te morfonds dedans pendant 3 jours en disant que c'est vraiment de la merde? Ou tu as une autre technique? Selon là où ça vient toucher, alors évidemment, je suis supervisée, comme tu le sais, depuis au moins 4 ans, par Laurent. Selon là où ça vient toucher, de toute façon, je vais travailler dessus, quoi qu'il arrive. Mais je peux avoir un 24 heures où ça va être... Euh, mais je vais presque toujours le poser en face de moi, même si à un moment je vais rentrer en me mettant, sur les échecs où vraiment ça vient toucher des trucs très 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 perso, genre rejet, etc., etc. Je vais vraiment buller. Ouais, tu Me bulles pendant remettre en 24 bulle. heures. Ouais, je vais me mettre en bulle, je vais dire ah j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Sauf qu'aujourd'hui j'arrive tout de suite à mettre des mots dessus. Ok. Gros avantage, c'est qu'aujourd'hui je fais ok là c'est en train de taper là-dessus, Ok, ça donc fait en fait, c'est mal. de la connaissance de toi. C'est-à-dire que tu sais où ça vient taper. Mm. Et plutôt que d'être juste dans l'émotionnel, tu sens l'émotionnel et à un moment, tu commences à mettre de l'intelligence émotionnelle sur, bah voilà, là, ça vient taper ça. Je mets de l'intelligence émotionnelle, mais ça peut quand même faire vachement mal, hein. Ah, mais ça n'empêche pas d'avoir mal, l'intelligence émotionnelle. C'est Ouh. juste que tu t'en rends compte de pourquoi tu as mal. Ouais, ouais, il n'y a pas très longtemps. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que j'ai tout de suite rationalisé en me disant, mais j'aurais fait la même chose. Enfin, peu importe, j'avais une mission dans un petit groupe. Et puis à un moment, ils ont donné la mission à quelqu'un d'autre pour voir si ça marchait mieux. Ah, j'ai tout de suite ressenti que je me sentais rejetée. Donc, je pouvais cocher la case rejet. Je pouvais cocher comment je me sentais. Je pouvais tout cocher. Je savais exactement ce qui se passait. J'avais même la position méta où je pouvais dire, mais j'aurais fait la même chose dans les mêmes conditions. Mais putain, j'étais fâchée. J'étais triste et fâchée, c'était horrible. Et puis après, je l'ai posé avec le groupe en disant, je sais que je me sens rejetée. Mais c'est n'importe quoi. En plus, c'est des thérapeutes, donc autant te dire que je me le reprends direct dans la tronche derrière.
Ils m'ont dit, mais c'est n'importe quoi. Je dis, je sais que c'est n'importe quoi. Ouf. Et ça, de le poser dans un truc de formation, ouais, est-ce que ça t'arrive de le poser en séance aussi? Ah oui, tout le Genre temps. quand tu sens que tu es dans l'échec ou que tu n'y arrives pas ou que machin, de le Oui, il n'y a poser pas face à la très personne. longtemps. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une femme qui fait du magnétisme, du Reiki ou des trucs comme ça, qui arrive en me disant, ben moi je fais ça, je suis allée déjà voir des sophrologues, j'ai déjà vu 3 hypnos qui n'ont pas réussi et tout. Et là, je sentais la pression qui montait. Et plus ça allait, en plus, elle avait une posture assez autoritaire, tu vois, pas une posture toute douce en disant, ouais, ça n'a pas très bien marché. Non, non, c'était genre, elle me collait une pression, puis elle me la collait vraiment, hein. Mm. Et moi, à un moment, je l'ai regardée, je fais, je suis en train de me coller une pression avec vous depuis tout à l'heure, c'est un truc de dingue. Et elle m'a regardée, elle me fait, mais non, pas du tout, enfin, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je fais, si, si, mais je suis OK, je vous le partage. Parce que là, je suis en train de me coller une telle pression que je ne vais pas être bonne, donc je préfère vous le partager. Puis comme ça, je bosserai mieux après. Et du coup, ça a tout dégonflé. Ouais, Et on a fait une putain de bonne séance. Et à la fin de la séance, tu vois, elle m'a même dit, je savais que c'était vous que je devais voir, je l'avais ressenti, il fallait. Et du coup, ça m'a fait, tu vois, je me suis dit, ouais, bon, ça vient de Laurent aussi, hein, de partager. Mais ça m'a fait du bien de dire, oula. En revanche, il y a d'autres moments où j'ai partagé un truc et je me demande, je n'ai pas la réponse. Si ça n'a pas foutu le bordel dans la séance, c'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un m'a dit quelque chose, moi, ça m'a touché super fort émotionnellement parce que c'était, elle travaillait à tout ce qui est sauvetage de la terre, pour faire court, sauvegarde de l'écologie, etc. Et du coup, moi, j'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux. Elle m'a dit, ouh là là, et j'ai fait, je suis désolée, je suis super touchée, mais c'est OK pour moi d'être là. Et je pense que elle, pour le coup, c'était pas OK. Et du coup, c'est intéressant quand même de voir que pour elle, c'est pas OK qu'elle Elle est parvenue après. thérapeute soit touchée et tout. Elle est parvenue après. Mais peut-être qu'elle est parvenue parce qu'elle n'a pas le temps ou qu'elle n'a pas pris le temps, tu vois. Mm. Donc, je saurai dans un an si elle reviendra jamais. Et là, je me dis, OK, à cet endroit-là, c'était pas juste si, c'était juste parce que j'étais hyper touchée par ce qu'elle faisait, que je trouvais ça génial et que ça m'a fait monter une grosse émotion toute pas contrôlée. Donc, je suis OK avec ça. Et je lui ai dit que j'étais OK avec ça. Mais elle, ça l'a un peu désarçonnée, qu'elle a Mm. un peu de pleurs, tu vois. En même temps, je comprends. T'as une Oui, thérapeute qui pleure, c'est chelou. OK. Donc du coup, je rebondis parce que là, tu es en train de me raconter les fois où tu as pu poser en séance. En fait, toi, ta technique, c'est il se passe un truc pour moi, je me connais, donc je sais où ça tape, Ouais. et je le pose. Et Mm. du coup, ça, où ça va. Ou au Et en pire, je plus, me du le coup, je fais de la pose. supervision, tu m'as Voilà, dit. ou je me le pose toute seule, c'est-à-dire que de temps en temps, bah, je me rends compte qu'à cet endroit-là, je suis pas correcte et je vais le faire activement, je vais le poser en supervision. Voilà quoi. Mm. Hyper important, la supervision pour ça. Oh, oui. C'est Oh, oui. essentiel. Mais quand je vois tout ce que Laurent a pu m'apporter depuis toutes ces années, et puis de temps en temps, je vais voir d'autres personnes avec lesquelles je vais bosser, tu vois, bah, ça peut être des thérapeutes, hein. Je vais bosser parfois avec Emmanuel, je vais bosser avec d'autres personnes, justement. Mm. Je trouve ça intéressant aussi. Est-ce que tu as eu un gros échec en séance? Vraiment un gros truc qui t'a fait changer un peu ta manière de fonctionner ou qui a eu un gros apprentissage derrière? Ma question, elle est totalement orientée, hein, on est bien d'accord. Ouais, 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 ouais. C'est drôle parce que les premiers qui me sont venus, c'est très amusant parce que finalement, ça rebondit avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Les premiers qui me sont venus, c'est... Ah, je ne suis pas sûre d'avoir envie de l'avouer, celui-là. Pour le deuxième, sinon. Non, non, mais c'est OK. Parce que je sais que c'est à la fois un défaut et une qualité. C'est-à-dire, c'est un excès de qualité. C'est un excès d'un truc. Euh, Comme je suis très authentique en séance, bah, je suis un peu pouf, Laurence, quoi. Parfois, je vais cette espèce de limite entre un peu trop parler de moi et me mettre un peu trop dans la séance. Mm. Et on me l'a reproché. Sauf que moi, je sais parfois, quand je parle de moi, je suis en train de faire des recadrages, je suis en train de faire des petits trucs par derrière un peu chelous. Euh, du coup, maintenant, ce que j'ai rajouté quand comme je parle de moi dans la séance, tu vois, de mes expériences, des trucs, machin, je dis, je sais qu'on parle de Laurence, mais globalement, on s'en fout. Je partage juste ce que je vis avec vous.
parce que c'est intéressant en termes d'expérience. Mais c'est vrai que il y a eu les 2-3 personnes qui me l'ont reproché après. Et c'est pas fréquent. Mais peut-être que d'autres personnes ne disent rien non plus, tu vois. C'est ce qui pour moi était le plus douloureux. C'est amusant, hein. Ça a un sens. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui m'ennuie là, à Ok. partir du moment où c'est douloureux pour moi. À contrario, j'ai plein de patients clients. J'ai plein de clients qui me disent c'est génial parce qu'avec vous, on a l'impression de partager vraiment quelque chose. On avance ensemble. Et c'est ma façon de bosser. Je me suis pas mal posé de questions. Je suis en train d'essayer de parler un peu moins de moi. Tu vois, j'écarte ça. Mais c'est vrai que ça fait partie un truc à régler encore. Là-dessus que moi, il faut que je bosse. D'ailleurs, il faudrait que je m'enregistre une dizaine de séances et que je les regarde derrière. Parce que je pense que je vais me le prendre dans la tronche, mais en même temps, je le sais déjà en séance. Donc, c'est ça. Et pour moi, quand on me dit, et c'est drôle parce que c'est ça qui me touche. Ouais, ok. Donc, en fait, quand ça te touche, c'est là que c'est toi, tu vois un échec. Ouais. Alors que autrement, oui, dès que c'est technique, dès que je n'ai pas été très bonne, je vais rentrer en me disant, je n'ai pas été bonne techniquement, qu'est-ce qu'il faut que je bosse? Là-dessus, ça va. Tout ce qui va être pure technique, ça va être un échec, mais ce n'est pas ce qui va être le plus douloureux chez moi. Ok. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, si c'est de la technique, tu vas aller bosser dessus. En même Ouais, temps, comme sur l'émotionnel d'ailleurs, mais quoi qu'il arrive, ouais. tu te bloques pas, toi. Tu comptes, tu dis, bon, alors, attends, qu'est-ce qu'on en fait? On fait quoi? Ah, mais il y a des moments, c'est dur, hein, de ne pas se bloquer. C'est très rigolo. On peut se bloquer pendant un temps. Deux Ouais, c'est jours, ça. sous Tu ta peux couette. tu vas te foutre sous la couette C'est ça. et tu vas faire C'est pas juste. c'est pas le pas juste, c'est pas ça qui vient. C'est putain, je suis pas bonne, c'est Oh. horrible, je suis pas bonne à cet endroit-là, c'est horrible. Je me sens trop mal, tu te mets sous la couette, tu as envie de te cacher, et puis ça passe. Je l'avais fait, ça. Il y avait un groupe où j'ai pas réussi à m'intégrer, ce qui est très rare. Et un jour, je l'avais posé en covision, où je suis arrivée en me disant, j'arrive pas à m'intégrer dans ce groupe, c'est compliqué. Ce qui m'arrive pas souvent. Il y a toujours des moments dans le groupe, j'arrive toujours à m'intégrer dans des groupes. Puis ça fait partie justement de mes forces. Et là, j'y suis pas. Ça a commencé à bien aller, ça a débloqué, du coup, ça. Bref, peu importe. Je pense que le Covid, enfin le confinement, le fait de passer en visio a fait que. Bref, en tout cas, c'est l'histoire que je me raconte. Aller dans un groupe régulièrement dans lequel je ne suis pas intégrée, putain, c'est dur pour moi. Et du coup, j'ai bossé sur t'es pas intégré, tu te fous au fond de la classe, tu fermes ta gueule, ce qui n'est pas très simple pour moi. Tu te tais et tu dis rien. T'écoutes. Et tu dis rien. Punaise que c'était dur. C'était génial parce que je t'entends, il y avait des trucs auxquels j'avais la réponse ou des trucs comme ça. Tais-toi. Et souvent, je m'amuse là-dessus. J'ai joué justement dans ce truc-là. Ça a été un vrai apprentissage pour moi. Tais-toi. C'est marrant que tu le prennes. Je trouve l'idée hyper intéressante et que j'utilise aussi, c'est de le prendre comme un jeu. Oui. Le truc qui te met mal, de le dire, bon, bah ouais, ok, ça me met mal, bah vas-y, on va jouer avec. Ouais. Mais je trouve que c'est que des. Pour moi, de toute façon, tout ce qui me mal, il faut que j'aille. Moi, je vais toujours fouiller dans ma merde. Donc, c'est nouveau, c'est ce que je disais. Je crois que. Ouais, maintenant, avec tous les clients que j'ai, je pense que finalement, j'ai pas une enfance si malheureuse que ça. Mais j'ai pas une enfance très rose. Et bon, aujourd'hui, c'est très relatif, tu vois. De temps en temps, j'entends des trucs. Waouh. Ce qui m'a permis de m'en sortir, ça a été de me remettre en question, de bouger, d'apprendre, d'avancer, d'avoir des thérapeutes chouettes dans mon monde, d'apprendre tout le temps. Du coup, et de jamais m'arrêter là-dessus. Du coup, c'est vrai que c'est un jeu. J'ai le vertige, je me dis, OK, je vais bosser avec Adrien, parce que je vois qu'Adrien fait la chute libre là. Du coup, je me dis, bon, OK, je vais bosser avec quelqu'un qui gère le vertige, de fait. Je vais voler en parapente derrière. Ouais. Tu vois, je vais jouer dans mes trucs. Ouais, on a vraiment la même façon de faire par rapport à la peur.
Ça me fait peur. Ok, très bien. Alors, voyons comment on va faire pour aller dans cette peur, voir ce qu'elle donne et Ouais, et comment on dans la les... traverse ou transmute. Mm. Parce Mais, que je crois que dans les... Alors là, on est vraiment sur des valeurs. Je ne sais pas si travailler sur soi est une valeur. En tout cas, c'est un chemin. J'ai une valeur qui est très forte, qui est liberté. mm, Et ça, je le vois sur moi, sur mes patients, mes clients, pardon. C'est que moi, je voudrais que tout le monde soit libre. C'est-à-dire que tu peux rester là où tu es, enfin, il n'y a pas en visuel, mais si tu peux, tu es dans une zone de confort, comme dirait Laurent, une zone de tolérance, tu es là, mais tu es enfermé. Mais tu es là. L'idée, c'est d'aider à ouvrir, aussi bien pour moi que pour les autres, c'est d'aider à ouvrir. Tu peux décider de rester là, mais pas parce que tu es enfermé. ouais, Parce qu'il y a cette espèce de truc où je reste là parce qu'en fait, je suis allée explorer tout ça et que là, c'est bien, mais je ne suis plus enfermée. ouais, tu as du choix. Moi, Ouvre les choix. c'est une question d'ouvrir les choix et d'être libre. Ouais. Et ça, c'est super fort chez moi. Je le vois à quel point c'est super fort en accompagnement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais du coup, c'est trop bien parce que ça fait vraiment un mindset qui va pas être bloqué par l'échec, mais qui va être voilà, qui va se bloquer un moment 24 heures et puis après qui en apprend quelque chose et qui avance quoi qu'il arrive. Et je vois à quel point la connaissance de soi et le fait d'avoir vu des thérapeutes pour toi, de faire de la supervision, des trucs comme ça peut aider aussi, quoi. Tu vois, c'est marrant quand je parle du groupe, en fait, ce que je ressentais, c'était encore rejet. Hein. Mm. Je sais à quel point rejet, c'est violent pour moi. Je le sais, je le vois, c'est mignon. Et à la fois, j'en fais des caisses pour pas être rejetée et j'en fais des caisses pour être rejetée. C'est assez amusant d'ailleurs. Mm. Petite dualité. Ouais, petite dualité. Non, enfin, je vais pousser, pousser. C'est la gamine de 2 ans Ouais. qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et puis une fois qu'on me jette, on fait oh. Bon alors. En fait, c'était juste pour voir si tu m'aimais vraiment, vraiment fort. Bah non, tu m'aimes pas. Oh, bon, ridicule. Mais c'est OK. Euh, pour toi, c'est quoi la réussite en séance? Oh, belle question. Wow. C'est drôle, comme l'échec, c'est facile et que la Ouais. réussite, on ne se pose pas la question. Au début, sur les premières interviews, j'ai pas du tout parlé de réussite. Et puis à un moment, j'ai entendu Laurent dans une collision qui parlait de peur de la réussite, peur de l'échec, tu vois, la dualité. C'est pour ça que j'y pense maintenant, parce qu'on a parlé de dualité, justement. Ouais. Une belle question parce que tu vois, l'échec, c'est comme quand tu dis quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. En général, tout le monde sait quels sont ses défauts. Mm. Euh, alors, il y a 2 réussites. Toujours pareil, il y a celle du client et la mienne. Euh, Même si je sais que, de nouveau, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord là-dessus, que c'est le client qui fait tout, etc. Je continue à pas être d'accord. Ce serait une belle discussion à avoir, tiens, en covision, celle-là. Mm. Parce que je pense que le thérapeute, c'est pas faire à la place du client, mais je pense quand même que le thérapeute est là pour aider le client à réussir à avancer. Et en permanence dire c'est le client qui fait tout, ça me pose un vrai sujet, ça me pose un vrai problème, ce genre d'espèce de déresponsabilisation du thérapeute. Je pense qu'il y a un truc à affiner à cet endroit-là. Je vais le poser, tiens, prochaine convision, poser la question. La réussite, c'est quand quelqu'un arrive avec un truc où ça ne va pas Mm. et il ressort et ça va mieux. Donc ça, c'est pour le client. Voilà. Lui, il a réussi à passer à travers ça et je l'ai accompagné à cet endroit-là. Et tu mets ça sur un nombre de séances ou on s'en fout et de toute façon, quoi qu'il arrive, tant qu'il y a un truc qui change, c'est bon. Je m'en fous. Ok. On n'est pas Vraiment. sur il faut que ça se change en une fois alors. Bah, pas moi, non. Plus moi. D'abord parce que effectivement, au bout de 13 ans, si j'en étais encore là, ce serait vraiment c'est que j'aurais pas compris quelque chose. Mais c'est intéressant parce que tu as été à ce moment-là où on pense qu'il faut qu'en une, 2 séances, ça ait bougé tout, quoi. On te vend dans Et toutes c'est les vrai. écoles. C'est vrai. Punaise! On te vend une toute puissance, mais même en acupuncture, hein. Mm. On te vend une toute puissance, on te vend, même en acupuncture, on te vend l'aiguille, le fantasme de l'aiguille unique que tu vas poser et qui va tout débloquer. On te vend, papa, on te vend tous les métiers, on te vend une toute puissance phénoménale.
Alors que moi, c'est une vidéo que je dois faire par une petite jeune fille avec laquelle je bosse. Parce que je bosse pour elle gratos, elle me fait des vidéos. Elle m'a fait mon site aussi. C'est vraiment, alors, tu vois, tu sens visuel, mais l'idée, c'est que je vais mettre du pied de chaise parce que ça parle plus que des caplas, mais tu as un capla qui est le symptôme qui est horizontal, puis tu as plein de caplas qui sont en dessous. À chaque fois que la personne va bosser sur elle, il y a des caplas qui vont tomber. Parfois, il va rester que le central, donc on a l'impression que le symptôme est encore là. Et le capla central peut tomber avec juste une discussion dans un bistrot avec un pote en étant bourré. Enfin, tu vois, en plus, le dernier qui tient encore tout le système, il peut être sur un truc très con. Et prouf, ça s'écroule. Il m'arrive d'avoir des clients qui me disent « Oui, ça n'a pas marché, mais je sais que j'ai fait tomber un capla. Je sais que j'ai amené des bonnes questions. Je sais que y en a qui ne vont pas revenir parce que je leur ai expliqué que la perte de poids, le sujet n'était pas la perte de poids, mais que si elle perdait du poids et qu'elle se rendait compte, parce que je pense à une patiente, c'est un exemple que j'aime bien, mais elle est venue, c'était les si alors de Laurent. Si, alors ça va se passer. Et elle vient, elle me dit, non mais si je suis mince, du coup, aux soirées business de mon mari, tout le monde va me parler. On ne me parle pas parce que je suis grosse. Et je lui ai expliqué que, attention, parce que si on n'allait pas travailler sur le fait qu'elle comprenne pourquoi on ne lui parlait pas, ou etc., il y a des grosses à qui on parle. Hein. Oui. Je te le fais court parce qu'on est entre thérapeutes, mais peut-être qu'on ne lui parle pas parce que c'est une grosse conne, quoi. Non, mais tu vois. J'aime beaucoup. Et en fait, elle met ça sur le poids. Sauf que si elle mincit et qu'on ne lui parle pas, c'est extrêmement violent pour elle. Et plutôt aller travailler sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie, parce que tu as toujours une petite grosse à qui tout le monde parle. C'est pas parce que tu as des grandes jambes minces, des gros nichons, oui, évidemment, les mecs, ils vont quand même plus parler à des nanas comme ça, mais on va quand même revenir à du basique. Mais il y a des nanas très, très avenantes qui sont rigolotes, des petites rondes, pas jolies, mais tout le monde va leur parler quand même, parce que tu dégages une belle énergie. C'est clair que c'est plus facile d'être jolie. Mais du coup, je l'ai emmenée à regarder ça, cette partie du sujet. Et elle m'a dit, non, mais moi, je veux juste mincir. Je dis, OK, si vous voulez juste mincir, mais ce n'est pas moi qui vous accompagnerai là-dessus. Parce que je pense qu'il y a vraiment un autre sujet à aborder. C'est qu'est-ce qui fait que vous vous racontez cette histoire. De nouveau, je te le résume, je l'ai fait beaucoup plus finement, pas à la mode bourrin, mais un peu plus finement pour l'amener à regarder ce qu'il y avait derrière, ce qu'elle imaginait qui allait se passer derrière sa perte de poids. Si je maigris, alors tout le monde va me parler. Non. Et en plus, elle était, entre guillemets, vieille, mon âge, quoi, genre. Et elle disait qu'il y avait des nanas qui avaient genre 30 ans, des gros nichons, des grandes jambes fines, machin. Et elle se met en compète avec ces gens-là. Non, c'est pas la perte de poids qui va faire que ça bouge. Tu vois, donc mais je sais que ce jour-là, elle n'est pas revenue. Parce que dans sa tête, elle voulait ça. Mais moi, je sais OK parce que je sais que je lui ai dit un truc qu'elle avait besoin d'entendre. Ouais, donc tu es OK avec le fait que ça puisse, que je t'ai coupé tout à l'heure, désolée, Pardon, que ça puisse prendre plusieurs séances et qu'on n'est plus sur un truc de toute puissance il faut une séance et répondre en plus aux symptômes du client, quoi. Non. On ne répond pas aux symptômes du client. Si le symptôme du client, s'il y a 30 caplas, ça ne va pas bouger avec... Enfin, le symptôme, ça ne va pas marcher. Tu vois, c'est pareil, tiens, très joli exemple. Si je maigris, je vais pouvoir trouver un mec. Une plus jeune, trentaine d'années, 35, 30-35. OK. Et moi, je pose la question, ça s'est passé comment vos histoires de mecs avant? Oh, c'est une catastrophe, j'en ai chié, c'était horrible, ils étaient tous horribles avec moi, que des histoires catastrophiques d'amour. Tu m'étonnes que tu n'arrives pas à maigrir. Qui a envie de se trouver un mec dans ces moments, tu vois, qui ça passe mal? Son expérience était que des oui. Tu valides le fait d'être en surpoids, tant mieux. Tu ne trouves pas, voilà. Tu trouves personne, quoi. Du coup, et en plus, pareil, de nouveau, il y a des filles rondes qui se trouvent des mecs. Hein. Tout à fait. Donc, c'est pas le sujet. C'est qu'en étant ronde, elle n'allait pas chercher de mec et je me protège émotionnellement. Tu vois, donc c'est intéressant de ne pas travailler sur le symptôme. Après, parfois, oui, tu travailles sur le symptôme et c'est OK. Parce que ça donne aussi une ouverture
Ah, tu peux travailler pur sur le symptôme en prévenant que peut-être qu'il y aura un truc à bosser derrière. Moi, ça peut aussi amener un symptôme, ça peut changer parfois un peu vite. Et donc, du coup, ça peut aussi faire prendre confiance à la personne sur son changement. Exactement. Tu Donc, regardes dans... tu as des symptômes qui deviennent des habitudes. Donc, c'est même plus des symptômes, c'est que c'est une habitude, c'est là, c'est ancré. Ouais, c'est un comportement. C'est parce que Philippe disait pas comportement hier, c'est pour ça que je suis avec le mot. Mais ça, c'est toujours pareil. Parfois, comment il s'appelle? C'est Erickson, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, le vieux, là? Oui, Erickson. Là, je parle pour son livre, en fait. C'est dans Ma voix t'accompagnera. Il explique un moment, genre, je ne sais plus exactement le cas, mais il travaille sur des symptômes. Alors, il travaille en hôpital psychiatrique, mais il travaille sur des symptômes Mm. sur une personne. Et comme le symptôme bouge, la personne commence à adhérer au fait qu'il peut bouger. Alors, son patient, ce qui est cool pour Erickson dans ce cas-là, c'est que son patient ne peut pas se barrer. Tu vois, Oui. c'est pas à lui de revenir ou pas de venir, il est enfermé dans l'hôpital psychiatrique. Donc, il est coincé. Donc, il sait que aussi, il va pouvoir le revoir et continuer à bosser. Mm. Mais parfois, tu travailles sur un symptôme, le symptôme bouge, du coup, la personne, elle commence à adhérer au travail qui peut être fait. Et ça, c'est chouette aussi. Mm. On se perd. Je suis en train de me dire que j'étais sur la réussite tout à l'heure. Ça reste Pardon. super intéressant. Donc, non, t'excuses pas, c'est trop bien. J'adore cette interview. Euh, Euh, la réussite. on était sur la réussite. C'était donc la réussite de ton client d'avoir bougé quelque chose. Et La tu m'as dit, il y a réussite aussi ta réussite à toi. Tu m'avais dit, il y a deux réussites. Il y a celle de ton client et la tienne. Mais celle de mon client, ça peut être aussi justement d'avoir dit Ok. quelque chose où je sais que ça va bouger à long terme. Ok. J'ai pas besoin j'ai plus besoin. Au début, Une oui. validation. Maintenant, tu as besoin d'une validation. Mm. C'est OK. Après, ma réussite, c'est de temps en temps quand moi je sais que j'ai fait une bonne séance. Je Ok. sors de là, je me suis fait, ouais, c'était bien, là, j'ai bien bossé. Tu vois, et même si l'autre, il n'est pas content, je m'en fous. Je me disais, attends, j'ai bien bossé, pourquoi il n'est pas content? Ben justement, parfois, c'est parce que j'ai bien bossé qu'il n'est pas content. Souvent d'ailleurs. C'est que je suis allée taper, alors peut-être qu'il n'était pas prêt, peut-être qu'il n'avait pas envie de bouger, ou peut-être qu'il n'a pas envie de bouger, du coup, lui, il trouve que j'ai pas bien bossé. Enfin, après, il y a 1500 raisons derrière. Mais non, non, je suis super. Maintenant, il y a un truc qui est super OK là-dedans. Comment J'ai, tu, je sais que j'ai bien bossé à cet endroit-là. comment tu l'as développé ce truc? C'est l'expérience qui a fait que le nombre de séances, le ras-le-bol de se mettre la pression, c'est quoi qui a fait qu'à un moment, tu arrives à reconnaître que là, c'est cool, quoi. Hmm, L'expérience, oui. Euh, En fait, ouais, c'est quand tu as cette espèce d'état de flow que Laurent décrit assez bien. C'est qu'à un moment, tu fais, tu sais pas, c'est plus toi qui fais, c'est ton expérience qui fait. Tu vois, il y a plus, Laurence en tant que tel, elle est partie loin. Jouh. Mm. Comme quoi, c'est intéressant, de nouveau, si on prend le début du truc tout à l'heure. Laurence est partie et c'est quelque chose qui fait à travers moi. C'est l'expérience, je Mm. suis là, je guide, machin, mais je suis juste quelqu'un qui va affiner ce qui se passe en face. T'es plus là. T'es là tout en n'étant pas là. Enfin, c'est très chelou comme méta. C'est marrant. Alors, j'aime beaucoup comme tu l'expliques. Moi, ça me fait penser à la notion d'ego, où tu mets un peu l'ego en arrière, en mode c'est plus moi qui suis dans la toute-puissance de devoir faire pour l'autre et tout, et tu es dans le lien, en fait, tu es avec l'autre. Mm. Donc oui, tu vas mettre les trucs au bon endroit, au bon moment, Ouais. c'est plus fluide. C'est plus fluide, c'est vraiment ça. C'est comme, mais tu le trouves en acupuncture, en shiatsu, il m'est arrivé de faire, et là, pareil, je suis assez bluffée, sachant que c'est pas moi qui ai fait. Pas moi au sens. La partie, enfin, l'ego, pour moi, c'est pas un truc à foutre à la poubelle, c'est une question de réglage. Euh, c'est la partie matérielle de mon âme. Donc, il faut quand même que ce truc-là, il supporte On a mon âme. besoin, hein. C'est mon véhicule, tu Ouais. vois. C'est si l'ego prend le dessus, si la partie matérielle prend le dessus, que c'est un problème. C'est Mm. juste, pour moi, c'est pour ça que l'ego, attention à la façon dont on l'emploie. J'ai fait une séance en shiatsu un jour, j'étais plus là. Je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire que j'avais les yeux fermés, mes mains bougeaient toutes seules et je ne voyais l'autre avec les yeux fermés que comme un, très chelou ce que je veux dire, comme un être d'énergie. Mm. C'est-à-dire que je bossais avec juste l'autre en énergie. Alors, c'était effectivement un protocole, un kata, comment ça,
un truc que je faisais automatiquement. Et donc, je travaillais et vraiment, l'autre était de l'énergie. Et moi, j'étais plus là. C'était très bizarre. Mais ça, je n'arrive pas du tout à le commander. Ça m'énerve d'ailleurs. Parce que ces états de flow, ils viennent poup comme ça. Ouais. Et ça, ce serait sympa d'arriver à se connecter plus souvent à ça. Mais bref. Et je travaille du coup sur cette femme qui vient. Et elle avait eu un accident genre 3-4 ans avant. Et elle n'avait plus du tout aucune sensation dans son bras. Elle pouvait le bouger, mais elle n'avait pas de sensation. Et on finit le shiatsu et elle me fait waouh, j'ai récupéré toute la sensation dans le bras. Et moi, je fais waouh. Ouais, j'ai fait ça moi. Tu sais, ouais, c'est vraiment ça. Oh, j'ai fait ça moi. Oh. Et c'est là que c'est super. C'est marrant parce que Yann, ce matin, écrivait un truc. C'est comment il appelle ça? J'ai trouvé ça très joli, cette phrase. C'était la toute-puissance. Je ne sais plus quelle était l'expression qu'il a employée sur Facebook, mais je trouvais ça joli. Et c'est comment arriver à cet état-là où tu sais que c'est pas toi, mais c'est toi quand même. Et du coup, arriver à se détacher de la fierté, je mets la fierté mal placée, d'avoir fait ça. Parce que c'est pas toi qui l'as fait, mais c'est toi quand même. Enfin, c'est super chelou. Cette espèce de frontière-là, c'est un vrai sujet pour moi. Qui rejoint un peu la frontière de quoi tu es responsable dans le changement dans la séance Ouais, et de quoi ton client est responsable. ouais, mais c'est quand même moi qui fais, Ouais. mais je suis plus là. Et on va le décrire en état de flow, mais oui, aujourd'hui on met le mot de flow et c'est vrai que c'est ça. Quand est-ce qu'il y a un moment où tu as cette espèce d'état? Je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange là-dedans. Enfin, je vais te retrouver le mot de Yann parce que je le trouve intéressant ce matin. L'orgueil de la lumière. C'est ça que je trouve très beau. Mm. J'ai trouvé c'est le truc qui m'a parlé ce matin. Ouais. Tu vois, c'est que à la fois, tu as envie que ce soit toi en tant que petit ego, là je parle de petit ego qui ait fait ça, et en même temps, c'est pas toi qui l'as fait. Et quelque part, ça fait chier que ce soit pas toi qui l'ai fait. Parce qu'on aimerait bien. Hein. Parce qu'on aimerait bien pour notre petit Et égo, voilà, justement. c'est cette espèce de truc que j'arrive pas à cet endroit-là à équilibrer ça. L'orgueil de la lumière. Je trouve ça très, très, très joli et ça me parle vachement. Il y avait Julie sur le premier podcast qui m'avait dit un joli terme qui, je trouve, ressemble, c'était l'ivresse de la réussite. Oui, la jouissance, moi, j'irais Ouais. presque. Tu vois, jusqu'à. Ouais, ça a encore plus. Oui, oui. Je trouve que ça rejoint un peu ce truc de. Ouais. Mais c'est. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, que ce soit en acupuncture, en shiatsu, où là, on est vraiment sur quelque chose de très matériel, puisque Mm. tu poses. Et tu l'as aussi, donc ces états de flow où c'est plus toi qui parles. Ça fait chier que ce soit pas toi, quoi. C'est un peu toi quand même. Oui, mais le C'est problème, à c'est travers quoi? ton corps. Oui, mais quelque part, mais c'est pas moi qui l'ai fait, ça fait chier. Tu vois, tu peux pas t'enorgueillir. Du coup, je reviens au terme Ouais. de Yann. Tu peux pas t'enorgueillir du truc. C'est, ouais. Alors que c'est toi, mais c'est pas toi. Je pense que le jour où j'ai réglé ça, moi, je vais avoir gagné un truc très, très, très fort là-dessus. Mais je sais que c'est un de mes chantiers très puissants. Et je pense que c'est quelque chose que tu vois, pour des débutants, je sais pas si ça parle. Non, 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 je pense pas que ce Je soit un pense que truc c'est au de... bout d'un moment où justement, quand tu as une espèce d'exploitation, le flow, je pense que c'est que tu es dans un domaine d'expertise, donc forcément, il y a des choses qui lâchent et où tu peux plus rentrer dans l'automatisme. Ouais, mais on est sur un domaine spirituel aussi à cet Ouais, endroit-là. voilà, c'est ça. Donc, je pense, Mais du coup, ça veut dire que tu as lâché les attentes. Bah tiens, il faut que je réussisse ma lévitation de la main, quoi. Je reviens sur la lévitation, mais oui, mais non, mais t'as t'es raison. plus là-dedans, quoi. Non, non, t'as raison. Enfin, oui, on n'est plus là-dedans, c'est pas grave. S'en fout. Si ça marche pas, quelque chose marchera de toute façon, parce que tout va marcher. C'est une espèce de truc où tu es aussi un peu sûr de toi que tout va marcher, je trouve. Oui, puis que là, pour le coup, c'est à quel point la personne en face est prête à bouger. Ouais. Et c'est compliqué. Enfin, c'est tellement plein d'éléments entre est-ce que
Parce que, enfin, non, je reviens à ce truc de responsabilité. Si c'est le client qui fait, à quoi ça sert de se former? Tu vois? À lui donner le cadre nécessaire pour qu'il fasse. Le cadre Oui, mais sécure. Mais non, mais on fait forcément. On va orienter le truc. Par nos questions, par nos... Forcément qu'on oriente. On oriente le travail. poser la bonne question au bon Oui, oui. moment. La bonne question, c'est pas anodin, hein. Quand tu vois l'espèce de sniper avec lequel on est en supervision, putain, de temps en temps, il te pose des questions, il fait chier, quoi. Après, pareil, c'est la réussite, c'est un peu la question piège parce que tu le sais jamais à long terme. Tu sais, ça se trouve, ta bonne question, elle aura un effet de fou dans 2 ans. Mais oui. Et t'en sais rien. Et tu le sauras jamais. Alors, tu commences à savoir maintenant. C'est-à-dire que tu entends, comme je te disais, avec Ouais, à l'instinct. sur ouais, l'instinct, et puis tu vois le si alors. Ouais. Tu vois, le si alors, c'est si je perds du poids, je pourrais rencontrer un mec. Donc, tu sais que tu poses la bonne question en disant, c'est pas sur le poids qu'il va falloir bosser, mais c'est sur toutes vos expériences passées qui ont été extrêmement pourries avec des mecs. C'est pas pour ça qu'elle va revenir. Et d'ailleurs, les deux que j'évoquais ne sont probablement pas revenus de mémoire. Mm. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu as un dernier conseil pour des débutants qui seraient flippés, qui auraient peur de l'échec, qui ne se sentiraient pas légitimes à pratiquer après 20 jours de formation? Ça peut entendre. Faites-vous superviser. Bon conseil. Ouais, vraiment. C'est tout. Ok. Parce que, en fait, 20 jours de formation, c'est rien. Mm. C'est rien. Et même moi, avec toutes les tonnes de formations que j'ai, je trouve que. C'est ça. En fait, à chaque fois, on se dit, mais c'est rien ce que j'ai. Là aussi parce que c'est devenu fluide, tu Oui. sais. Du Ah coup, c'est oui. pareil, quand quelqu'un fait un truc de façon hyper fluide, il n'a pas l'impression d'avoir bossé des heures et des Mm. années sur le truc. Alors qu'en fait, si, mais c'est devenu tellement facile. C'est comme quand tu lis, quoi. C'est pas exceptionnel de lire pour toi et moi. Mm. Tu vois, on prend un bouquin, on lit. Normal. Du coup, on trouve pas ça que c'est compliqué. Alors qu'en fait, quand on est petit, qu'on a 6 ans et qu'on apprend à lire, c'est super dur, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est la même chose. Puis même, tu prends Michel Wozniak qui fait de la lecture rapide. Mm. Il y a un entraînement d'enfer pour arriver à la lecture rapide. Mais aujourd'hui, il va à une vitesse Mm. phénoménale. Donc, Donc, se faire superviser et s'entraîner, voilà. pratiquer. Travailler, se faire superviser, travailler, se faire superviser. Oui, travailler, bien sûr. Ok. Évidemment. Merci. Je t'en prie. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.